Dans cet exercice, un central PC de 2019, qui à mon avis est partiel mais on y reviendra sur la fin, on pose un certain nombre de notations, donc E, l'ensemble des fonctions continues de 0 à 1 dans R, F, l'ensemble des fonctions C infinies de 0 à 1 dans R, D qui sera une matrice diagonale, V qu'on écrit sous la forme la transposée du vecteur ligne 1 à 1 appartenant à Rn. Donc vous marquerez ici qu'il y a une confusion qui est faite, qui est souvent faite d'ailleurs, ou plutôt une identification. La transposée du vecteur 1 à 1 sera un vecteur colonne, donc qui théoriquement est dans Mn1 de R. Ici on vous dit qu'il est dans Rn, donc ça veut dire qu'on va identifier les deux sans prendre plus de gants. Et enfin, donc pour tout U dans E, donc toutes les fonctions continues de 0 à 1 dans R, on considère le système différentiel LU, qui s'écrit sous la forme x' égale dx plus u de tv. Donc c'est un système différentiel qui sera défini sur l'intervalle 0,1. Enfin, pour tout i dans un n, on va poser fi qui a s associé exponentielle lambda i, facteur de 1 moins s. Donc vous voyez beaucoup de notations à digérer. Bon, l'intérêt c'est qu'elles ne vont pas toutes servir dès la première question, elles vont apparaître petit à petit. De notre côté, il n'y a que deux questions, mais elles vont apparaître petit à petit. Donc on vous demande d'abord de résoudre LU. Donc pour résoudre LU, on va poser x sous la forme x1, x2, xn. Donc j'ai fait l'effort de les écrire en matrice colonne, bon, après, grâce à la transposée. On sait que x est dérivable sur 0,1 si et seulement si toutes les xi sont dérivables sur 0,1. Et quand on prend un u dans E, x est solution de LU sur 0,1 si et seulement si grand X est dérivable sur 0,1. Et pour tout est dans 0,1, ben, x' de t égale dx de t plus u de t v. C'est-à-dire pour tout i dans un n, donc en regardant coordonnées par coordonnées, xi' de t égale lambda i xi de t plus u de t. Donc c'est une nouvelle équation qu'on va écrire EI, qui est une équation différentielle linéaire d'ordre 1 pour des fonctions à valeur réelle. Donc on sait bien les résoudre celle-ci. Donc on va d'abord chercher l'équation homogène, donc sans le u de t. On sait que les solutions s'écrivent sous la forme lambda y0i. Alors je suis obligé de mettre un y0i parce que ça va dépendre de i bien sûr. Où y0i c'est la fonction qui a t associée exponentielle lambda it. Après on va chercher une solution particulière grâce à la méthode de la variation de la constante, donc sous la forme lambda de t y0i de t, où lambda est une fonction dérivable sur 0,1. Du coup quand on calcule y' de t moins lambda i de t, ben on va là c'est un y, hein, c'est pas un yi, c'est lambda i1. Le i ici n'a rien à faire là. On va regarder ce que ça donne. Donc on va dériver notre y de t, donc avec cette formule là. On va remplacer y de t par cette formule. Et on va mettre tout ce qui dépend de lambda de t ensemble, donc en mettant lambda de t en facteur. Et ce qui apparaît à l'intérieur de la parenthèse, ça vaut 0, parce que y0i c'est une solution de l'équation homogène. Donc du coup il ne me reste plus que lambda' de t y0i de t. Et j'obtiens donc que y est solution de EI sur 0,1 si et seulement si lambda' de t y0i de t égale u de t, ou encore lambda' de t égale u de t sur y0i de t. Et j'ai le droit de diviser par y0i de t parce que y0i c'est une fonction qui s'écrit à l'aide d'une exponentielle ici. Donc cette fonction en particulier n'est jamais nulle. Et donc encore sous la forme u de t exponentielle moins lambda it. Donc du coup, je dois chercher maintenant ma valeur de lambda. Donc je vais prendre une primitive de cette fonction-là. Comme je me place sur l'intervalle 0, 1, je vais choisir cette primitive-là, écrite comme ça, qui est bien une primitive de cette fonction, parce que 0 appartient à l'intervalle 0, 1, et t, bon aussi. Donc j'obtiens comme ça une primitive. C'est le théorème fondamental de l'analyse qui me dit ça. Bon, et du coup, l'ensemble des fonctions en solution, quand je reprends mon y, donc je dois multiplier par lambda de t, par y0i de t, pardon, et j'obtiens que y va s'écrire sous cette forme-là. Et donc j'ai une solution particulière de mon équation EI. Et maintenant, pour trouver l'ensemble des solutions de EI, on ajoute la solution particulière et la solution de l'équation homogène, ou les solutions de l'équation homogène plutôt, et on obtient cet ensemble-là, où k est un réel. Donc là, on a trouvé les solutions de EI. On avait dit que pour que x soit solution, il fallait que pour tout i, xi soit solution de i. Donc finalement, mon ensemble des solutions de LU, c'est les fonctions qui s'écrivent sous la forme t associe ce qu'on a trouvé pour x1, ce qu'on a trouvé pour x2, ce qu'on a trouvé pour xn. Et donc ici, on prend des constantes différentes pour chacune des fonctions.
parce qu'il n'y a rien qui indique qu'elles doivent être égales. Et donc on obtient cet ensemble-là de solutions. Entre parenthèses, on est plutôt rassuré parce que finalement on voit que en coupant ce vecteur en deux, on a une solution particulière avec les intégrales ici, plus des solutions particulières, et les solutions particulières vont former un espace vectoriel de dimension n, parce qu'ici on a n paramètres qui vont apparaître, et donc ça correspond bien à la structure attendue de l'ensemble des solutions de ce genre de système différentiel. Bon, ensuite on vous dit que on pose YQ la solution de LU, donc la solution qu'on a trouvée ici, nulle en 0, donc qui vérifie x de 0 égale 0, enfin YQ de 0 égale 0, et on vous dit qu'on note YQ de 1 égale ça. Donc d'abord ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder exactement qui est cette fonction YQ. Donc comme on veut que YQ soit solution de U, ça veut dire qu'elle s'écrit sous la forme qu'on a trouvée précédemment. Et comme on veut que YQ de U égale 0, ben on remplace par 0. L'intégrale ici va faire 0. Donc il me reste en fait K1, K2, Kn, le vecteur K1, K2, Kn égale 0. Donc K1 égale K2 égale Kn égale 0. Et finalement, la fonction YQ, c'est la solution particulière qui apparaissait ici dans mon équation. Ensuite, on pose maintenant YU de 1 égale T de phi1 de U, T2, enfin, la transposée de phi1 de U, phi2 de U, phi n de U, ce qu'on note aussi phi de U. Donc que vaut phi I de U? Ben, phi I de U, c'est ce qu'on a sur la ième ligne ici. Donc c'est exponentielle appliquée en 1, pardon. Donc exponentielle lambda I fois l'intégrale de 0 à 1 de cette quantité-là. Et donc ce exponentiel lambda I, je peux le rentrer à l'intérieur de l'intégrale, ce qui me fait apparaître un exponentiel lambda I fois 1 moins x, ce qui est plutôt rassurant parce qu'on retrouve cette fonction-là qu'on a définie dans l'énoncé au départ avec cette fonction. Donc on peut remplacer cet exponentiel lambda I fois 1 moins x par fi de x. Donc ma fonction phi est connue, phi I, cette fonction-là, qui a U dans E, associe cette quantité-là qui est dans R. Donc on vous demande de démontrer que les phi sont linéaires, de E dans R, à valeur dans R. Donc bien sûr elles sont définies sur E parce qu'elles prennent des éléments de E. Bien sûr elles sont à valeur dans R parce que cette intégrale-là est un réel. Et il manque plus que la linéarité à vérifier, donc pour ça on va prendre deux fonctions U et V dans E, un lambda dans R, et on va calculer phi I de lambda U plus V. Donc là j'ai pris beaucoup de gants, j'ai pris vraiment le temps de tout écrire. Mais d'abord on utilise la linéarité de l'évaluation pour couper le lambda U plus V de x en lambda U de x plus V de x. Ensuite on utilise la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition pour développer en fait le produit tout simplement. Et enfin on utilise la linéarité de l'intégrale pour obtenir ça. Alors bien sûr on n'est pas du tout obligé d'autant détailler. On aurait très bien pu dire que phi est linéaire par linéarité de l'évaluation et de l'intégrale, tout simplement, sans rentrer dans les détails. Donc en tout cas, phi est linéaire, elle va de E dans R, donc elle est bien dans l'ensemble recherché. Alors ensuite, on s'intéresse à la fonction grand phi. On veut démontrer qu'elle est linéaire de E dans Rn. Donc qu'elle soit définie sur E, oui. À valeur dans Rn, oui, encore une fois, vous voyez qu'on fait identification entre ce vecteur-là avec le t, la transposée, qui en fait un vecteur colonne avec Rn, mais bon, à part ça, tout va bien. Et quand on regarde la linéarité, donc on prend deux fonctions U et V dans E, un lambda dans R, et on calcule phi de lambda U plus V. Et on va utiliser la linéarité des phi pour casser chacun des phi de lambda U plus V en lambda phi de U plus phi de V. Et on va couper notre vecteur après en deux, en mettant tout ce qui dépend de lambda d'un côté, tout ce qui ne dépend pas de l'autre, et on reconnaît lambda phi de U plus phi de V. Donc ma fonction phi est bien linéaire, elle va de E dans Rn, donc elle appartient à L de E Rn. Alors ensuite, dans cet exo-là, ça m'étonnerait qu'il s'arrête là, mais je ne peux pas deviner les questions qui viennent après. Pourquoi est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il continue? Parce que notamment l'ensemble grand F ici n'est pas défini, et on reste un peu sur sa fin, on a envie de faire quelque chose avec ces fonctions phi et grand phi. La question étant